Good afternoon. Le président, bonjour. Et bonjour à vous, Dr Clark. Réponse, bonjour. Le président. Alors, la toute dernière ligne droite. Je vais immédiatement donner la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Ils vont avoir des questions à vous poser, Maître Knops. Thank you very much. Good afternoon. Maître Knops. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Dr Clark. Réponse, bonjour. Question, je m'appelle Alexander Knops. Je suis avocat au barreau du Royaume des Pays-Bas et je suis le conseil de Monsieur Blégoudet dans ce procès. Bonjour à vous, monsieur. Réponse, bonjour. Question, Dr Clark. Vous nous avez informé ce matin de certaines limites auxquelles vous vous êtes heurté pendant votre enquête. Et je fais référence à la page 9 du compte-rendu d'audience. Il s'agit du compte-rendu d'audience en anglais, ligne 21 jusqu'à 25. Vous nous avez expliqué que ces limites ont trait notamment au nombre d'années écoulées depuis l'événement allégué. J'aimerais donc aborder avec vous, Dr Clark, mon premier thème, à savoir quelles sont les autres limites potentielles. Quelles sont les autres limites potentielles dans le cadre de cette enquête? Et j'aimerais faire référence à la page 56 du compte-rendu d'audience en anglais. Ce matin, vous avez dit ce qui suit. Nous n'avions pas de matériel ou d'équipement de rayon X pour pouvoir détecter ou chercher des balles, des éclats d'obus, etc. Réponse oui, question. Et pourtant, Dr Clark, dans votre rapport du 17 mars, il s'agit du document CIV OTP 0077 0002, page 0006, au paragraphe 8, vous indiquez au sujet de la méthodologie retenue pour l'enquête du 17 mars, ou pour l'enquête qui a trait au 17 mars, voici ce que vous dites. Étant donné qu'il avait été indiqué que ces personnes avaient été des victimes d'une attaque au mortier, il a été prévu que la plupart, pour ne pas dire toutes ces victimes, auraient pu souffrir de blessures dues à la déflagration à cause d'un explosif et que des éclats d'obus résiduels auraient pu être trouvés sur leurs restes mortels. Aucun éclat d'obus n'a été trouvé toutefois sur ces victimes, même si le seul moyen de détection qui était à notre disposition était un détecteur de métal. Fin de la citation. Donc, je pense à votre rapport global, rapport effectué à la suite des autopsies effectuées sur les 8 corps. Et je suppose donc au sujet de ces corps, un détecteur de métal a été utilisé. Est-ce que c'est ainsi que l'on peut interpréter ce que vous avez dit? Réponse oui, oui, tout à fait. Nous avions un détecteur de métal dans la morgue. Je ne sais pas grand-chose au sujet des détecteurs de métal, de leur sensibilité par exemple, mais le fait est que nous l'avons utilisé, que nous n'avons pas trouvé d'objets métalliques. Question, merci. Et vous, est-ce que vous avez utilisé vous-même le détecteur de métal ou c'était quelqu'un de votre équipe? Réponse, c'était l'un des autres membres de l'équipe, le docteur Jojo, me semble-t-il, parce qu'ils avaient commencé
En fait, au début de chaque examen, ils utilisaient le détecteur sur le corps et nous n'avons trouvé aucun objet métallique. Question, mais vous étiez présent à ce moment-là, vous l'avez vu cela? Réponse, oui, oui, j'étais présent. Question, est-ce que vous vous souvenez s'il y a des éléments corporels, des parties corporelles qui ont été plus précisément, qui ont fait l'objet d'une recherche plus précise? Réponse, non, pas précisément. Cela a été fait sur l'ensemble des corps. Question, très bien. Docteur Clark, est-ce que vous vous souvenez si vous avez utilisé la même technique ou le même détecteur de métal sur les corps des 3 femmes que vous avez examinées, et ce, au sujet de l'événement allégué du 3 mars. Donc, Madame Malon et les 2 autres corps. Réponse, écoutez, je ne sais pas vraiment si nous l'avons utilisé ou pas. Il se peut que nous l'ayons utilisé. En fait, je pense que nous l'avons probablement utilisé parce que nous recherchions encore également des balles, mais nous n'en avons pas trouvé. Et je dois vous dire qu'un détecteur de métal n'est pas aussi performant et efficace qu'une radiographie. Il ne peut pas en fait détecter des fragments métalliques très petits. Alors que si vous utilisez des rayons X, là vous pouvez voir de petits fragments de balles, de chemisage. Question, oui, réponse. Voilà ce que je peux vous dire, mais nous n'avons rien trouvé. Question. Alors, au sujet de cette enquête, eu égard au rapport concernant Madame Silla Malon, ce matin, une question vous a été posée au sujet de la provenance et potentielle de la balle plus grande. Réponse oui. Question, vous l'avez décrit dans votre rapport. Et vous avez déjà répondu à la question qui vous avait été posée, à savoir, est-ce que cette balle indiquait qu'elle venait du corps qui faisait l'objet de l'autopsie? J'aimerais vous poser une question différente. Est-ce que vous vous souvenez si cette balle qui était grande, puisque vous dites qu'elle a une longueur de 55 mm, réponse oui, c'était une balle importante, de grande taille. Question donc, est-ce que cette balle qui était de taille importante, est-ce qu'elle a été examinée à ce moment-là ou plus tard? Il y avait existence de tissu humain sur cette balle. Réponse, écoutez, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la balle, nous l'avons photographiée par rapport à une échelle, etc., etc., puis nous l'avons conservée. Je ne sais pas en fait ce qu'il est advenu par la suite ou ce qui a été fait à cette balle. Je n'en sais rien. Question. Mais je fais appel à votre opinion professionnelle, à votre avis professionnel. Est-ce qu'il aurait été raisonnable de l'examiner au sujet de l'existence de tissus humains? Réponse, ce n'est pas quelque chose de courant en fait, lorsque l'on recherche des tissus. Et lorsque vous avez un nombre important de corps, même si vous trouvez certains tissus, une fois de plus, cela ne nous permet pas forcément d'établir le lien avec la blessure d'une personne précise. Cela signifie tout simplement qu'il y a eu un contact à ce niveau-là. Donc non, ce n'est pas courant dans nos enquêtes. Question bien, réponse. Enfin, je serais très surpris. Question, très bien. Alors, au sujet de cette balle, le docteur Clark, je fais référence à votre rapport, CIV-OTP 0081 05 0518 et non pas 0581, page 0520. Vous avez décrit que cette balle est un projectile largement intact, présentant une rugosité au niveau de la surface. Qu'est-ce que vous entendez par cela, par cette rugosité au niveau de la surface? Réponse, la surface n'était pas lisse. Et bon, cela est peut-être expliqué ou peut être expliqué
par le fait que au cours des années, il y a eu érosion de cette surface où il se peut qu'il y ait eu certaines matières qui y ont adhéré, mais dans une grande mesure, je peux dire que cette balle était en grande partie intacte, même si sa surface n'était pas entièrement lisse. Question, vous avez également décrit, Dr Clark, l'une des extrémités, le nez, la pointe avant de la balle qui n'était pas endommagée. Réponse, oui, exactement. Question, et en dernier lieu, toujours au sujet de cette balle, la partie arrière, plutôt au bas de cette page 0520, vous dites une balle de gros calibre a été trouvée à l'intérieur de la housse mortuaire, mais elle était détachée du corps et son importance de ce fait en est assez incertaine. Réponse oui. Question, mais qu'est-ce que vous entendez par ces propos lorsque vous dites que vous n'étiez pas sûr de l'importance de cette balle? Réponse, je ne peux pas avancer que la balle était associée au corps. Il se peut que cela ait été le cas, mais je n'ai pas pu établir le lien entre les deux. Et même si j'avais pu le faire, si la balle avait été à l'intérieur du corps, là, bien entendu, j'aurais pu établir un lien très proche. Mais comme je vous l'ai déjà dit ce matin, il y avait dans la même housse mortuaire un autre corps ou des parties d'un autre corps. Donc, je n'ai pas véritablement pu établir le lien entre les deux questions. Mais est-ce que cette balle aurait pu avoir un lien avec les autres parties corporelles qui se trouvaient dans la housse mortuaire? Réponse, cela aurait pu être le cas. Mais le fait est qu'il y avait déjà des éléments étrangers au corps dans la housse mortuaire. Donc, cela signifie que vous ne pouvez absolument pas vous ne pouvez avoir aucune certitude au sujet de la balle, qui peut également être tout à fait étrangère à ce corps. Question, merci. Vous avez également fait référence au rayon X, à la radiographie, en présentant les avantages et les inconvénients, mais est-ce que vous pourriez dire que lorsqu'on pense aux méthodes modernes, graphiques, du domaine des sciences médico-légales, je pense à la science médico-légale, est-ce que vous conviendrez que le recours à une radiographie ne permet pas véritablement de déterminer la provenance et la cause des blessures pabares? Réponse, excusez-moi, question. En d'autres termes, il s'agit d'une méthodologie complètement surannée, à votre avis professionnel? Réponse, ah non, peut-être que vous pensez à la scintilliographie, par exemple? Réponse, non. La radiographie est de loin la méthode la plus facile à utiliser. Par exemple, je vous ai dit que j'avais travaillé aux îles Malouines récemment et nous avions justement une unité de radiographie qui était excellente. C'était une unité portable et cela nous a donné moultes informations. Question, bien. Réponse, nous n'avons même pas envisagé ou pensé à des scanners de tomographie. Réponse, vous savez, la radiographie portable, c'est idéal. Question. Alors, je vais vous présenter une publication du professeur Michael Talley. Réponse, oui. Question. De l'Institut médico-légal suisse. Réponse, oui, je le connais bien. Question. Alors, je vais demander que le document soit affiché. CIV-D25-0049-0001. Et nous pouvons, dans un premier temps, demander l'affichage de la première page, page 0001 et 0002. Pour vous montrer l'origine de cette publication, il s'agit d'un ouvrage écrit par le docteur Knobel qui est de la Suisse. Réponse, je l'ai, ce livre.
Question, vous l'avez, très bien. Alors cela va nous faciliter la vie et nous allons directement passer à la page 286, CIV D25 0049, page 0038 jusqu'à 0041. Mais docteur Clark, je vais commencer par la page 0038. Et ce que vous voyez, puisque vous avez déjà lu cet ouvrage, docteur Clark, une publication de l'année 2011, il s'agit du professeur Michael Talley, qui parle des méthodes graphiques modernes afin d'avoir tous les renseignements sur les blessures. Et cela aborde des éléments de preuve, ou plutôt, il présente les avantages et les inconvénients de la méthodologie par radiographie pour la médecine médico-légale. Réponse. Je ne pense pas avoir parlé d'inconvénients. Je ne pense pas avoir jamais prononcé le mot d'inconvénient. J'ai parlé des avantages. Question, oui. Réponse. Mais je n'ai jamais vraiment parlé des inconvénients. Question. Est-ce que vous êtes en mesure d'accepter l'évaluation du docteur Talley qui indique que les techniques 3D tels que les systèmes de virtopsie qui sont décrits au paragraphe 5.2.1 dans ce chapitre de son livre, nous donnent beaucoup plus de possibilités d'avoir une exactitude spatiale, comme il le dit à la fin de ce paragraphe 5.2.1, et que la précision est inférieure à 1 mm directement par rapport à la surface de la victime qui a été attaquée et les instruments qui ont provoqué la blessure tels que les armes. Donc il nous présente donc la méthodologie par radiographie par opposition à une méthodologie 3D beaucoup plus moderne. Il parle des scans IRM qu'il décrit à la page 288 de son livre. Alors voilà quelle est la question que je souhaiterais vous poser. Est-ce que vous convenez, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette méthodologie est beaucoup plus exacte lorsque l'on veut déterminer l'origine d'une balle? Le président, Monsieur Dimergent, je m'interroge quant à la pertinence des questions qui sont posées. Le docteur Clark a indiqué qu'il n'y avait pas de machine de radiographie qui avait été utilisée pour préparer ces rapports d'autopsie. Donc, est-ce que nous pouvons savoir où veut en venir le Conseil de la Défense, le président? Je pense que vous avez raison, mais je pense également que le docteur Clark est tout à fait en mesure de répondre à cette question. Je vous en prie. Le témoin, docteur Clark, je ne suis pas en train de réfuter le fait que les scans par tomographie sont véritablement la voie de l'avenir pour l'imagerie médico-légale. Je l'accepte absolument, cela. J'ai déjà entendu parler le professeur Talley. Je lui en ai parlé de cela avec lui. C'est effectivement le matériel idéal, mais il est très onéreux de faire un scan complet par tomographie. C'est un scanner qui est extrêmement volumineux. Encore faut-il qu'il soit opéré par du personnel médical formé. Et dans le cadre de travail d'enquête dont je parle, ce n'était tout simplement pas pragmatique. C'était pas disponible, c'est très onéreux. Et puis il y a également, encore faut-il trouver l'endroit où le stocker. Donc je suis entièrement d'accord. Les scans par tomographie, c'est absolument merveilleux et cela vous donne des images permanentes, des trajectoires suivies par la balle dans le corps. Mais nous ne l'avons pas cela, nous ne l'avions pas. Question très bien. Ce qui m'amène à vous poser la dernière question à ce sujet, et cela revient en fait à répondre à l'accusation qui m'avait demandé ce qu'il en était en matière de pertinence. Docteur Clark, alors vous n'aviez pas ces méthodes graphiques modernes qui sont décrites par le professeur Talley. Et est-ce que cela est justement l'une des limites auxquelles vous êtes heurté lorsque ce matin à la page 9, vous avez fait référence à ces limites lorsque vous avez répondu à une question qui vous était posée par l'accusation?
Réponse. Oui, bien entendu qu'il aurait été absolument idéal de pouvoir utiliser une technique par imagerie. Ainsi, nous aurions pu trouver des balles ou des fragments de balles dans les tissus mous, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Mais cela ne signifie pas pour autant. Enfin, j'en reviens à ce que au fait principal que nous avons trouvé. Nous avons identifié des blessures par balle, des blessures au niveau du squelette, et nous avons quand même pu les voir, même sans radiographie. Bien sûr. Bien sûr qu'une radiographie aurait pu être faite et que nous aurions certainement trouvé beaucoup de fragments de balles et probablement au niveau des tissus mous. Question, merci. Réponse. Bien sûr que cela aurait été idéal d'avoir cela, mais cela ne nous a pas empêché d'obtenir beaucoup d'éléments d'information à partir de l'autopsie ou des autopsies effectuées. Question, merci. J'espère que maintenant la pertinence de mes questions a été comprise. Alors, Dr Clark, j'aimerais maintenant aborder avec vous mon deuxième thème au sujet de la nature du projectile. Il s'agit toujours du premier rapport qui porte sur Madame Malon et vous indiquez l'utilisation d'un type de munition à grande vitesse. Et à la page 29 du compte-rendu d'audience en anglais de ce matin, ligne 13 à 19, l'accusation vous pose une question et vous demande comment est-ce que vous avez conclu que la nature des lésions laissait penser qu'une munition à grande vitesse avait été utilisée. Vous fournissez une explication et l'une de vos réponses a été que lorsqu'un type de munition de grande vitesse frappe un corps, non seulement il y a donc cet orifice, ce trou qui passe à travers le corps, mais vous avez expliqué que la balle en question perd toute son énergie qui se diffuse au niveau des tissus environnants et vous avez appelé cela l'effet de création de cavités. Page ou ligne 16 à 19 de la page 29 du compte-rendu d'audience. Alors voilà la question que j'aimerais vous poser, Dr Clark. Je pense à votre premier rapport, le rapport que vous avez écrit au sujet de Madame Silla Malon. Vous indiquez qu'il n'y avait pas de tissu autour du cou, du haut du cou. Vous avez trouvé des tissus mous au niveau du tronc, des bras et des jambes, mais vous indiquez qu'il n'y avait plus d'organes internes. Et dans le rapport, vous indiquez qu'il n'y avait plus aucun tissu cérébral, etc., etc. Donc, voilà la question que j'aimerais vous poser. Comment avez-vous été en mesure de déterminer, en l'absence de tissu, puisque vous dites justement que l'un des éléments qui permet de détecter que la balle avait été une balle de grande vitesse, vous dites donc que l'énergie de la balle a une incidence sur les tissus environnants. Mais justement, il n'y avait pas de tissu dans cette partie bien précise du corps de cette personne. Et d'après vous, vous dites que la balle a frappé cette personne au niveau de la partie supérieure du cou. Réponse. Lorsque je parle de tissus, les tissus, ce ne sont pas seulement des tissus mous. Les os font également partie des tissus. Donc lorsque la balle frappe un corps, elle perd son énergie dans les tissus avoisinants, qu'il s'agisse de tissus mous, de vaisseaux sanguins, d'organes ou d'os. Donc là, tout ce que nous avions là, c'était les os. Et la fragmentation que nous avons constatée est absolument
classique lorsqu'il y a, et typique lorsqu'il y a lésion provoquée par une arme de grande vitesse. J'en ai vu des centaines et des centaines en Bosnie. Et là, il s'agissait de fusils d'assaut à grande vitesse. Et les lésions étaient extrêmement semblables à cela. Voilà ce que j'ai ressenti. Et j'en ai déjà parlé, pas forcément ici d'ailleurs, mais j'ai déjà parlé de cela, à savoir des limites de cet exercice. Et je sais que tout ce qui nous reste, ce sont les os. Donc nous devons travailler à partir des os. Et je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'extrapoler à partir de ce que nous avons pu observer et constater les blessures. Question, mais je continue à revenir sur ma question. Le fait qu'il n'y avait plus présence de tissu mou dans ces parties corporelles, est-ce que vous considérez que cela est une limite à votre enquête, comme vous l'avez énoncé au début de votre déposition, lorsque l'accusation vous a posé cette question à la page 9 du compte-rendu d'audience? Réponse oui, c'est une limite tout à fait évidente. Elle nous limite à confirmer de façon définitive qu'il s'agit d'une blessure par balle. Cela nous limite lorsque l'on essaie d'évaluer la période, la durée, la distance par rapport à l'arme utilisée. Donc il y a certes des limites. Mais le fait est que nous avons quand même constaté des lésions typiques sur les os et que je pense que nous sommes tout à fait autorisés à extrapoler à partir de cela. Question, merci, Dr Clark. Et j'aimerais maintenant aborder un tout dernier sujet avec vous. Vous avez écrit avec votre consoeur, le professeur, ou madame plutôt, Moyamou Kone. Alors, on vous a posé des questions plutôt au sujet de ce rapport. Page 35 de la version anglaise du compte-rendu d'audience en anglais. Page 35, disais-je, ligne 18 à 21. Et vous dites que les seules blessures que vous avez vues étaient ces fractures sur le côté gauche du visage, ainsi qu'au niveau de l'omoplate. Il y avait une fracture. Réponse oui. Question. Nous avons déjà indiqué ce matin ou remarqué que dans votre rapport CIVOTP 0081 0528, à la page 0530, vous avez également observé l'existence d'eau qui avait été mélangée. Et vous indiquez également qu'il y a un os long venant d'un crâne. Cela se trouve en haut de la page 0530. Ou plutôt, vous avez observé la présence d'un os occipital, d'un crâne. Alors, vous dites que personne n'a pris de mesure pour déterminer l'origine de ces os. Page 76, ligne 5. Et j'aimerais vous poser la question suivante, Dr Clark. Est-ce que la fracture ou la lésion figurant au niveau de l'omoplate droite aurait pu appartenir à une autre personne que Moyamou Kone? Réponse non, 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 non. Cela appartenait au corps. Ce que j'entends, c'est que nous étions plutôt sûrs et certains que cela était attaché au reste du corps. Donc, ce que je peux vous dire, en toute sérénité, c'est que nous avons vu que cette omoplate appartenait à la personne dont le reste du corps a été identifié comme étant une femme à partir du fémur.
Alors, vous avez tout à fait raison lorsque vous parlez de l'os occipital, parce que c'est une possibilité, certes. Alors, l'os occipital et même une partie du visage appartient à cette femme, et le crâne, au départ, nous avions pensé que ce crâne était le crâne de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une possibilité. Mais à partir du cou vers le bas, là, je peux vous assurer qu'il s'agissait bel et bien du même corps. Alors, nous avons trouvé un certain nombre d'os dont certains n'auraient pas pu venir de la partie inférieure du corps puisqu'il y avait des os à ce niveau-là. Mais pour ce qui est du crâne, des deux parties du crâne, cela aurait pu être le cas. Question oui, réponse oui, oui. Donc là, il y a quand même un doute qui persiste. Question, je n'ai plus de questions à poser au docteur Clark et j'aimerais vous remercier au nom de mon équipe. Le juge président, merci beaucoup. Je me retourne vers le bureau du procureur en vous demandant si vous avez besoin de poser des questions supplémentaires. Monsieur Demirjian, Madame, Messieurs les juges, juste une question ou deux. Le président, veuillez poursuivre. Monsieur Demirjian, merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Question. Ce matin, lorsque mon éminent confrère vous a posé des questions concernant cette victime, Konemuyamo, vous avez répondu. Et je vais citer la question et la réponse à la page 77, ligne 80. Le conseil vous a demandé, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion selon laquelle cette blessure avait été causée par balle? Et vous avez répondu, et je cite, là encore, il s'agissait de l'épaule et les lésions osseuses étaient du type de celles que j'avais pu constater avec des blessures par balle. Il s'agissait d'une fracture qui descendait également à partir de là. Et ensuite, vous notez également le t-shirt. Donc, si l'on met de côté le t-shirt et votre réponse, à savoir que c'est le type de blessure que vous avez déjà constaté, j'aimerais que l'on puisse afficher une image à l'écran pour que vous puissiez la regarder. Je vous demanderai de bien vouloir la regarder et d'abord d'afficher à l'écran le document CIVOTP 0080 18 10. Thank you. Monsieur Demirjian, merci. Question. Dans votre rapport, Dr. Clark, vous parlez d'une fracture verticale qui part en descendant du milieu de l'omoplate vers la partie médiane du bord médial. Est-ce bien l'os dont nous parlons tout d'abord? Dr. Clark, oui, c'est la ligne sur le côté. Je ne sais pas si il y a une façon, si l'on peut retourner cela dans le sens l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque nous avons là une vue latérale. Question, oui, nous pouvons certainement. Réponse, c'est probablement encore un peu. Question, c'est ainsi que se présente l'os dans le corps. Donc, si l'on regarde le côté gauche de l'écran, cela indique la partie qui est vers le bras droit. Et tout en haut de l'écran, la partie courbe, c'est là où l'omoplate s'articule avec le bras, où il y a l'articulation entre le bras et l'omoplate. Donc, le long de ceci, en haut, vous voyez donc une zone de fracture, une partie de l'os est manquante, et à partir de là, vous avez une ligne de fracture qui descend tout en bas vers la partie inférieure. Et il y a un grand trou au milieu, qui n'est probablement aussi importante que l'on peut en avoir l'impression. C'est juste une partie de la fracture. Et c'est ainsi que cela se présente. La balle aurait essentiellement frappé au départ le bord supérieur. Question donc, voilà ma question, Dr. Clark. D'après votre expérience, qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine de cette blessure?
Réponse. Eh bien, il me semblait, je dirais d'instinct, que c'est une blessure par balle. Et après réflexion, ça pourrait être un petit peu des fragments d'obus qui auraient pu faire la même chose avec l'explosion d'un obus. Et dernière possibilité, c'est le coup d'un objet lourd qui aurait pu causer cela. Mais l'absence d'autres fractures autour rend cette probabilité moins véridique. Donc, mon sentiment, et c'est ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que c'est une blessure causée par balle. Question. Merci beaucoup, Dr Clark. Je n'ai pas d'autres questions. Madame, Messieurs les juges, le Président, merci. Je me tourne vers la défense de Monsieur Gbagbo. Monsieur le Président, juste une question. Rebonjour, Monsieur le témoin. Afternoon. Alors, pour poursuivre Bonjour. de la fracture que vous avez observée, si on regarde les trois rapports d'autopsie, donc je vais commencer par celui qui porte sur Sylla Malon. Donc je redonne son numéro 0081 0518. À la page 0519, vous notez dans la section sur les blessures, le troisième paragraphe, vous indiquez gunshot injury, Blessure par balle the left shoulder. de l'épaule gauche. Si je prends le rapport concernant Ouattara Nyonrokia, qui porte le numéro 0081 0523, à la page 0525, en haut, je note au paragraphe 3, 4 et 5 que vous indiquez la présence d'une blessure par balle. Gunshot injury. Blessure par balle. Enfin, si je prends le rapport de Kone Moyamu, donc je redonne le numéro 0081 0528, à la page 0529, dans la description des blessures, je note que vous n'indiquez pas, vous décrivez les fractures, mais vous n'indiquez pas blessure par balle. Donc, est-il raisonnable de conclure que, contrairement aux deux autres rapports, pour ce qui concerne ce corps précisément, l'observation simple du squelette de la fracture ne vous permettait pas d'établir qu'il s'agissait d'une blessure par balle? I think it's fair to say that I had Réponse. Je pense qu'il est juste de dire que j'ai eu un petit peu plus de doutes dans ce cas que dans les deux autres cas. Il est juste de le dire. Mais et nous en avons parlé ce matin, en raison de l'orifice et du trou dans le t-shirt, j'en ai déduit que c'était une blessure par balle. Et je l'ai indiqué dans les conclusions, justement de cette manière. Donc oui,
On peut dire que j'ai eu quelques doutes en me demandant s'il s'agissait vraiment d'une blessure par balle, mais c'est beaucoup plus une blessure par balle qu'un autre type de blessure. Mr. Knops? Le juge-président, Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Le juge-président, merci beaucoup. Dr Clark, je peux vous dire que votre déposition est terminée. Merci d'être venu. Vous pouvez... En tous les cas, je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et par les juges. Et je vous souhaite un bon voyage de retour dans vos foyers. Dans votre foyer. Merci beaucoup. Et vous pouvez quitter le prétoire avec l'aide de l'huissier d'audience. Et pour ce qui est des autres témoins, nous n'avons pas d'autres témoins. Non, l'interprète se reprend. Et vous n'avez pas à voyager aussi loin que d'autres témoins, se reprend l'interprète. Le juge-président, avant de lever l'audience, parce que le témoin suivant n'est arrivé qu'aujourd'hui, donc je voudrais simplement lire une décision sur l'ICPM, c'est-à-dire les mesures de protection dans le prétoire. Il s'agit donc d'une décision orale concernant des mesures de protection pour le témoin P364. La Chambre a noté la requête de la défense de M. Gbagbo en réponse à l'accusation. Les deux ont été envoyés aujourd'hui par courriel, ainsi que l'évaluation de sécurité qui a été remise par la section des victimes et des témoins également aujourd'hui. La Chambre, dans la révision de sa décision en date du 14 janvier 2016, décision orale, et je fais référence à T8, ligne 20, non, T8, page 7, ligne 20 à la page 8, ligne 11, conformément à la règle 87 des règlements de procédure et de preuve et la règle 42 des règlements de la Cour, ayant considéré l'évaluation de l'unité des victimes et des témoins, les circonstances personnelles et les points de vue du témoin, et à la lumière de sa pratique en tant que conseil dans ce procès, il a été décidé que des mesures de protection ne seraient pas accordées aux témoins P364 et que donc ceci conclut la décision orale de la Chambre sur ce point. Et la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de lever l'audience jusqu'à demain matin, 9h30, où nous reprendrons avec le témoin dont j'ai parlé. Merci beaucoup. L'audience est levée.